avoir comme lui autant d'amour dans le regard. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Bonjour à tous, alors on se retrouve pour une petite leçon de mathématiques et aujourd'hui on va parler de décomposition polaire. Et donc on va essayer de prouver le théorème de décomposition polaire, donc qui s'énonce de la sorte. Si on prend l'application phi qui va donc de ONR croix Sn plus R, donc ONR c'est le groupe orthogonal, l'ensemble des matrices orthogonales, et Sn plus R c'est l'ensemble des matrices symétriques définies positives, et qu'on envoie cette application dans GLNR, alors on peut écrire toute matrice inversible sous la forme de produit de OS, où O est une matrice dans le groupe orthogonal et S une matrice symétrique définie positive. Donc il s'agit de montrer que l'application phi, elle est continue, bijective, et que phi moins 1 est aussi une application continue. Donc on va commencer directement par faire un petit peu de science, une analogie. Et du coup on va dire que on peut voir dans le plan complexe que tout nombre complexe s'écrit Z égale ρ de E de Iθ, où ρ c'est un nombre réel et positif, et E de Iθ fait penser à une rotation, et donc directement on fait de l'analogie, donc c'est ce que j'appelle faire des sciences. Donc pour prouver le théorème, on va commencer par prouver un premier lemme. Donc on va montrer que toute matrice M qui est symétrique positive ou symétrique définie positive, donc là on va le prouver dans les symétriques positives, mais on peut facilement le transposer aux matrices symétriques définies positives, elle s'écrit de manière unique comme le carré d'une matrice qui est elle-même une matrice symétrique positive ou une matrice symétrique définie positive. Donc, on va d'abord prouver l'existence. Donc, l'existence, elle découle simplement du théorème spectral. Si on prend une matrice qui est symétrique définie positive ou symétrique positive, on peut l'écrire P dp-1, où D c'est une matrice diagonale avec toutes les valeurs propres de M sur la diagonale. Et comme M, elle est symétrique positive, alors toutes ces valeurs propres sont réelles et positives. Donc, on peut facilement trouver une matrice qui s'écrira comme ça, SP diagonale racine de lambda 1, racine de lambda np-1, et quand on met cette matrice au carré, on trouve M, ce qui montre qu'on a bien l'existence d'une matrice telle que S carré égale M. Et donc maintenant, on va s'attarder à prouver l'unicité. Donc pour cela, on va commencer par prouver que si on prend deux endomorphismes U1 et U2 de Rn, et que le spectre de U1 égale le spectre de U2, on doit dire que U1 et U2 sont diagonalisables, et qu'ils ont même sous-espace propre, alors U1 égale U2. Ça, c'est le grand miam qui va s'en charger en moins de temps qu'il ne lui faut pour manger un sandwich. Voilà. Il est en bas, je l'appelle. Merci. Et donc, une fois que cela est fait, on va maintenant essayer de prouver du coup que si on associe donc à U1 la matrice qui est symétrique et définie S1, symétrique et positive pardon S1, et à U2 on associe la matrice symétrique et définie S2. Donc si S1 carré égale M, S2 carré égale M, alors U1 égale U2. Donc pour cela, on va commencer par prouver que le spectre de U1 égale le spectre de U2. Donc j'ai noté alpha 1, alpha n et alpha 1 prime, alpha n prime, avec des notations évidentes, donc les différentes valeurs propres de U1 et de U2. Comme S1 carré égale M égale S2 carré, on a les spectres au carré de U1 et U2 qui sont égaux. Et donc, par conséquent, comme S1 et S2 sont des matrices symétriques positives, alors forcément, comme leurs carrés sont égaux, les différentes valeurs propres sont égales. Donc on a bien spectre de U1 égale spectre de U2. On va maintenant prouver que les sous-espaces propres de U1 et de U2 sont les mêmes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé racine de lambda égale U, qui appartient dans le spectre de U1, et X, un vecteur propre pardon, associé à cette valeur propre. Donc X égale mu X, S égale Sx, S1 pardon, X égale mu X. Ça nous implique que S carré égale lambda X, puisque mu carré, ça fait lambda. Et donc on voit que le vecteur propre qui était dans le sous-espace propre de S
est aussi dans le sous-espace propre de M, donc ce qui nous donne que E de racine de lambda de S est inclus dans E de lambda de M. Ensuite, vu qu'on sait que S et M sont deux matrices qui sont symétriques, donc par le théorème spectral, leurs sous-espaces propres sont supplémentaires dans l'espace vectoriel. Donc par conséquent, leur somme des dimensions des sous-espaces propres sont égales à n en l'occurrence. Et du coup, ça nous montre bien que comme on va avoir une différence de deux entiers à chaque fois qui va être égale à 0, on a l'égalité des dimensions et une inclusion, ce qui nous donne que les sous-espaces propres de S sont égales aux sous-espaces propres de M, qui sont égales aux sous-espaces propres de S2. S1, pardon, M, S2. Et donc ce qui nous prouve bien que U1 égale U2. Maintenant qu'on a notre lemme, on va passer à la preuve de la bijectivité de l'application phi qu'on avait définie au début. Donc premièrement, on va montrer que si M est une matrice qui est dans GLNR, elle peut s'écrire comme le produit d'une matrice orthogonale et d'une matrice symétrique définie positive. Donc pour cela, il suffit de remarquer que la transposée de M fois M, si M est une matrice inversible, elle est dans Sn++ de R. Donc déjà elle est symétrique parce que quand on prend la symétrie, facilement on trouve que c'est elle-même. Quand on la transpose, on trouve que c'est facilement elle-même. Et ensuite on va montrer que son spectre est inclus dans R+ étoile. Donc pour cela on prend un lambda dans le spectre de transposée de MM. Donc lambda est forcément réel parce que d'après le théorème spectral, comme la matrice transposée de MM est symétrique, son spectre est inclus dans R. Et on prend X, un vecteur propre associé. On va s'attarder à regarder la transposée de X fois transposée de MM fois X, ce qui nous donne en fait lambda fois la norme de X, qui est non nulle puisque X est un vecteur propre, donc par définition non nulle. Enfin la norme au carré, pardon, qui est non nulle. Et quand on regarde ici, on a transposé de mx fois mx, donc en fait c'est la norme de mx au carré, qui est non nulle également parce que m est non nulle, parce qu'elle est inversible, donc son déterminant est non nul. Donc ce qui fait qu'on a quelque chose de non nul fois lambda fois quelque chose de non nul, enfin de strictement positif, ce qui nous donne donc que lambda est strictement positif, donc que transposé de mm est une matrice symétrique définie positive. On utilise donc le lemme 1. Donc on va dire que transposée de MM, elle s'écrit comme le carré d'une matrice qui est elle-même symétrique définie positive. On sait que les matrices symétriques définies positives sont incluses dans le groupe de GLNR, dans GLNR, c'est un groupe. Donc on peut dire que OMS-1 existe, parce que S-1 existe. S, elle est symétrique, donc S-1 l'est aussi. O, on va prouver qu'elle est dans le groupe orthogonal en regardant transposée de O fois O, donc ça fait transposée de MS-1 fois MS-1. Ici, quand on va transposer, on va retrouver S-1 puisque S-1 elle est symétrique, avec S carré au milieu, puisqu'on va avoir transposé de MM qui va apparaître, qui est égal à S carré, et du coup on va retomber sur la matrice identité. Donc on a bien O qui est dans le groupe orthogonal, S qui est une matrice symétrique définie positive, et M égale OS, qui nous prouve bien l'existence de la décomposition de M en une matrice orthogonale et une matrice symétrique définie positive. Maintenant, on va regarder l'unicité, donc on va supposer que O'S' égale M égale OS. Donc autrement dit que M possède deux écritures comme produit d'une matrice orthogonale et d'une matrice symétrique définie positive, sauf que d'après le lemme précédent, si on écrit S' carré égale transposé de MM, on va s'apercevoir que S' égale S, car on a unicité de la décomposition comme carré d'une matrice qui est symétrique définie positive. Donc par unicité, on a S' égale S, il ne reste plus qu'à résoudre l'équation différentielle, donc S de x égale S0 imposé par les conditions initiales fois exponentielle x. Donc on passe maintenant à la continuité de phi. Donc elle découle directement de la bilinéarité du produit matriciel. Alors attention, il ne faut pas dire que phi est bilinéaire. Pourquoi? Parce que phi est une application qui va des matrices symétriques définies positives et du groupe orthogonal dans les matrices inversibles. Et on sait que le groupe orthogonal est un groupe, c'est donc pas un sous-espace vectoriel, donc on n'a pas une application qui va de deux sous-espaces vectoriels vers un seul, donc phi n'est pas bilinéaire. Maintenant, plus compliqué, on va parler de la continuité de phi-1. Donc pour cela, on va définir ce que c'est qu'une valeur d'adhérence. Donc si je prends UN, qui est une suite d'éléments d'un espace vectoriel E, alors on va définir ce que ça s'appelle une valeur d'adhérence de la suite UN, c'est L, en fait c'est défini comme la limite d'une sous-suite de UN, donc si je prends U de Fn, une sous-suite, et qu'elle tend vers L, on peut dire que L est une valeur d'adhérence de U. On va donc, avant de prouver la continuité de phi-1, prouver le lemme 2, qui dit qu'en dimension finie, une suite converge si et seulement si elle est bornée et admet une unique valeur d'adhérence. Donc il y a un sens qui est très simple, si elle converge, elle admet une seule valeur d'adhérence et elle est bornée. L'autre sens est plus délicat, donc on va supposer qu'on a une suite bornée et qu'elle met une seule valeur d'adhérence qu'on va appeler petit l,
Et on va montrer qu'à partir que quel que soit epsilon plus grand que 0, à partir d'un certain rang qu'on va noter grand n, on a, quel que soit n supérieur ou égal à n, la norme de un moins L inférieure à epsilon. Donc en fait, c'est la définition de la convergence vers L, de la suite un. Sauf qu'on va s'attarder plutôt à montrer que l'ensemble des un moins L en norme est plus grand ou égal à epsilon. Et bien ça, on va montrer que c'est un ensemble qui est fini. Donc si cet ensemble est fini, on a gagné. S'il n'est pas fini, ça veut dire qu'il existe un epsilon supérieur à 0 tel que l'ensemble précédemment défini est infini. Et donc, en l'occurrence, on va pouvoir extraire une sous-suite telle que U2Fn moins L est supérieur ou égal à epsilon, sauf que Bolzano-Weierstrass dit qu'on peut extraire une sous-suite qui est convergente, puisqu'on rappelle que la suite U est bornée, et donc par conséquence, si elle est convergente, elle va tendre vers une limite L', puisqu'elle ne veut pas converger vers L à cause du fait que cet ensemble soit infini. Et du coup, on a bien une contradiction, puisque UN va avoir du coup deux valeurs d'adhérence, L et L', ce qui montre bien qu'on a une contradiction. Donc on a bien prouvé qu'en dimension finie, une sous-suite converge si et seulement si elle est bornée et elle admet une seule valeur d'adhérence. Donc on va partir sur la fin de la continuité de phi-1. On va utiliser pour cela un critère séquentiel. Donc on va prendre une suite de matrices M indice K qui tend vers une matrice M et on va essayer de montrer que phi-1 de MK tend vers phi-1 de M. Donc il s'agit simplement de montrer que si on a MK qui tend vers M, on va essayer de montrer que OK tend vers O et que SK tend vers S, où OK c'est une suite de matrices de groupe orthogonal, SK une suite de matrices symétriques définies positives et M la limite de la suite MK. Donc pour cela, si on regarde le groupe orthogonal ONR, il est borné, donc la suite OK est bornée. En appliquant le théorème de Bolzano-Weierstrass, on peut dire qu'elle admet une valeur d'adhérence puisqu'on peut extraire une sous-suite convergente qui va tendre vers O', donc c'est une valeur d'adhérence de OK, donc O de phi K tend vers O'. Donc on peut dire que comme ONR est fermé, O' appartient à ONR, et donc la limite de la suite, enfin la valeur d'adhérence de la suite OK appartient au groupe orthogonal. Et de plus, en transposant, donc en inversant la matrice, en passant de l'autre côté, on a S de phi K qui tend vers la transposée de O phi K M phi K, qu'on va noter transposée de O' M, et du coup on va noter cette valeur S', cette matrice S'. Donc on a un petit problème parce que Sn++, il n'est pas fermé, il suffit de prendre la suite des 1 sur K IN, donc c'est une suite d'éléments de Sn++, mais ça tend vers 0, et c'est pas une matrice qui appartient à Sn++. Mais par contre, Sn+, est fermé. Donc on peut dire que la limite S' appartient à Sn+. Et comme S' c'est transposé de O'M, c'est un produit de matrice inversible, donc elle-même c'est inversible. Comme Sn++ c'est GLNR inter Sn+, on peut dire que S' appartient à Sn++ de R. Et enfin, comme M égale à O'S', et par unicité, comme M égale OS, on a O égale O' et S égale S', soit OK qui tend vers O et SK qui tend vers S. On a bien prouvé la continuité de phi-1. Bon, je vais y aller. À bientôt.